Bon, une fois n'est pas coutume, le plateau de votre émission se délocalise ce soir pour une actualité ou plutôt un sujet au cœur de la nation, l'éducation. Et justement, l'école, la poutre maîtresse de la République et creusée de construction de son avenir, ouvre officiellement ses portes le 27 septembre 2021 pour le compte de la rentrée scolaire. Où en sont les préparatifs et à quoi doit-on s'attendre durant cette nouvelle année qui s'ouvre? Eh bien, nous allons en débattre sur ce plateau, c'est spécial, éducation donc, naturellement avec le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, professeur Komlan Dodi Kokoloko. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également sur ce plateau le ministre délégué en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat, M. Komi Eke Odin. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur le ministre des enseignements primaires et secondaires, je m'en vais vous poser la première question. Nous avons passé une année scolaire l'année dernière dans des conditions, on va dire, spéciales. La Covid oblige. Alors, à situation spéciale, conditions spéciales, on a passé toute une année scolaire. Alors, la question, c'est de faire peut-être un bilan de l'année écoulée. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'année passée? Je voudrais relever d'entrée de jeu que vous avez une formule introductive fort saisissante sur la place de l'éducation dans la construction et le développement d'un État. Et à l'évidence, l'école partage les réussites, les échecs, les défis et les promesses de la République. L'école reste bien avant et après tout notre avenir. Alors, quel bilan pourrait-on établir de l'année scolaire 2020-2021? Je crois que ce bilan convoque plusieurs éléments. Plusieurs éléments, d'abord, au plan managérial. Les choses ont beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui, l'école togolaise ne peut pas se plaindre de ne pas avoir des directives et des prescriptions pédagogiques. Au plan structurel et infrastructurel, le gouvernement place l'école au cœur des priorités, des investissements de construction massive au service de notre jeunesse. Et enfin, l'école togolaise, au-delà de ses aspérités, reste toujours debout. Et les résultats qui ont été les nôtres de façon exceptionnelle démontrent à merveille que nous avons encore un corps enseignant qui aspire à contribuer au développement du pays, des élèves qui croient toujours en l'école comme seul ascenseur social et le meilleur allié pour les différentes couches sociales, et enfin les parents qui ont toujours cru en l'école et qui continuent donc de la magnifier. D'accord. Donc, monsieur le ministre, en clair, on pourra dire que malgré la Covid, l'année scolaire s'est bien déroulée. Les résultats en disent davantage. Alors, tout s'est bien passé. D'accord. Alors, monsieur le ministre en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat, justement, c'est vrai qu'on va dire que l'année scolaire s'est bien déroulée de façon générale, mais dans le secteur au niveau de l'enseignement technique et de l'artisanat, donc l'enseignement professionnel, que peut-on dire, que peut-on retenir? Tout a été rose également, malgré la pandémie. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour l'année scolaire 2020-2021 qui s'est écoulée, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Et nous saluons les efforts de tous les acteurs. Comme venait de le dire le ministre, l'année s'est bien déroulée. Les résultats des différents examens en disent long. Et au niveau de l'enseignement technique, nous avons également évolué par rapport à l'instruction du chef de l'État, ce qui a été édité dans la feuille de route 2020 et puis 2025. L'enseignement technique se métamorphose pour répondre aux préoccupations des Togolais. D'accord. Alors, monsieur le ministre Kokoloko, je reviens à vous. C'est vrai, on a fait le bilan de l'année dernière, mais disons que ce qui nous rassemble ce soir, on va dire, c'est l'année qui se prépare, l'année 2021-2022, l'année scolaire. Alors, au titre des préparatifs de cette rentrée qui s'ouvre dans quelques jours, justement, parlez-nous des ambitions conférées à cette nouveauté qu'est, disons, la rentrée pédagogique qui a eu lieu depuis lundi. Nous vivons déjà la rentrée scolaire 2021-2022, puisque vous le dites vous-même.
La rentrée pédagogique prend fin en ce jour et est reposée sur un certain nombre de considérations, notamment relever les tendances actuelles de la Covid-19, la pédagogie en période de crise sanitaire, l'apport des réseaux ou des réseaux sociaux et des cours en ligne, donc en matière pédagogique et bien d'autres. Et donc, le 27 septembre sera la rentrée strictement ouverte aux enseignants et aux élèves. Et la rentrée scolaire 2021-2022 est placée sous le sceau de 4 éléments. L'école comme lieu d'abord de l'excellence, l'école comme lieu de la sociabilité, de la socialisation, l'école comme lieu de l'inclusion et de l'égalité des chances, et l'école comme lieu de la science ouverte sur le monde. Alors, au titre des préparatifs, je me suis déjà appesanti sur la rentrée pédagogique et la rentrée stricto sensu académique qui aura lieu le 27, mais d'autres éléments rentrent en jeu. Oui, mais avant, Monsieur le ministre, c'est vrai que quand on dit rentrée pédagogique, c'est depuis l'année dernière que c'est une nouveauté. C'est vrai que ça rentre, on va dire, dans nos habitudes. Mais qu'est-ce qui est fait durant la rentrée pédagogique, justement? Alors, au fond, les enseignants et le personnel administratif. La rentrée pédagogique est à plusieurs paliers. Vous avez ce qui se fait dans les directions régionales de l'enseignement. Et par suite, vous avez ce qui se fait dans les inspections et ce qui se fait dans les établissements. L'objectif est de permettre aux enseignants de se familiariser avec les nouvelles règles qui régissent l'enseignement en période de crise sanitaire. Et revenir sur la crise sanitaire, la crise de la Covid, n'est pas aussi banal qu'on l'imaginerait. Et permettre aux enseignants d'utiliser d'autres moyens d'enseignement en dehors du classique qui voudrait le présentiel constitue également un apport. Et nos chefs d'établissement, et c'est ce qu'on nous a toujours reproché, se sentent livrés à eux-mêmes. Et aujourd'hui, l'enjeu est de les accompagner et de leur permettre d'être en phase avec les nouvelles prescriptions qui régissent les activités pédagogiques et académiques. Voilà toute la portée, le charme de cette rentrée pédagogique qui d'ailleurs nous permet de ne plus être dans ce laxisme qui caractérise les rentrées académiques classiques qu'on vivait. D'accord. Et Monsieur le ministre, en une semaine, la rentrée pédagogique finit donc ce vendredi. En une semaine, vous êtes sûr que les enseignants ont tout ce qu'il faut pour entamer l'année scolaire le 27? Vous savez, ce serait prétentieux de dire qu'en une semaine, on aurait tout inculqué à nos enseignants. Et il me semble que l'enseignement, c'est tout au long de l'année scolaire, tout autant que les directives. Donc, il y aura certainement des compléments, il y aura des additionnels et le ministère y travaille. D'accord. Alors, et revenons maintenant donc, à d'autres préparatifs, justement. On a parlé de cette année, avec la Covid, il est question de la gratuité des frais de scolarité et dans les collèges et dans les lycées. Alors, dites-nous, cette rentrée sera quand même particulière avec ces mesures-là? Particulière en ce sens qu'il s'agit d'une mesure révolutionnaire et d'ailleurs qui rentre dans un ensemble de mesures prises par le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, et qui voudrait permettre à nos sœurs et nos frères à prendre part activement à l'éducation. D'accord? Et à ce niveau, particulière en termes de mesures, mais en dehors, tout me semble classique. Parce que en mettant en œuvre une telle décision, il y aura la compensation financière. Et nous essayons de faire en sorte que cette compensation soit le plus rapidement effective. Et donc, il n'y a pas péril en la demeure. Voilà. Donc, sur la gratuité, tout va. Et le gouvernement jouera sa partition. Oui, justement, Monsieur le ministre, c'est vrai que vous dites que
tout va justement. Mais les responsables d'établissements scolaires affirmaient justement à l'annonce de cette mesure-là que les frais de scolarité leur permettaient par exemple de répondre à certains besoins. On ne va pas dire que lorsque peut-être le gouvernement ou l'État est peut-être en retard, mais ces dispositions sont prises. Quand on parle de besoins, par exemple, les tables bancs, l'effectif, le nombre élevé dans les salles de classe. Alors, est-ce que le gouvernement a pensé justement à des alternatives justement pour que cette mesure-là ne soit pas peut-être une autre porte ouverte à d'autres peut-être difficultés pour les élèves? Alors, je voudrais rassurer autant les chefs d'établissement que les parents d'élèves que le gouvernement ne se débine pas devant ses responsabilités. Cette mesure de gratuité n'est pas prise sur un coup de tête, mais c'est après une réflexion mûrie et nourrie. Alors, je vous ai dit, la compensation sera bel et bien effective. C'est une question de jours et cela se fera. Mais vous savez, quand vous prenez, ne focalisons pas le débat sur les frais d'inscription. Il y a les frais parallèles. Et je ne dis pas que les objectifs sont similaires, mais nous pourrions démarrer cette rentrée et nous ne tarderons pas à pouvoir mettre à la disposition des établissements ce qu'il faut. Mais au-delà de la gratuité des frais d'inscription, il faudra aussi revenir sur les différentes mesures prises par le gouvernement au titre de cette rentrée scolaire 2021-2022. Vous savez, dans les semaines à venir, il y aura une tournée sur toute l'étendue du territoire national consistant à lancer des travaux de réhabilitation, de construction de salles de classe. C'est déjà une mesure, une action phare à l'actif du gouvernement. Les équipements informatiques et pédagogiques seront également mis à la disposition des établissements dans le cadre de cette tournée. Donc le gouvernement ne fait pas de l'à peu près, mais c'est du réfléchi, c'est du complet pour permettre au système éducatif d'être toujours roboratif et robuste devant les difficultés que je ne passe pas sous silence. Et puis maintenant, et je sais que cette question reviendra, beaucoup d'engagement de la part du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État à l'idée que nous vivons aujourd'hui un gap au niveau du corps enseignant. Et à l'heure où je vous parle, nous mettons tout en œuvre pour que les résultats du concours des enseignants de 2020 soient publiés. Et il y aura une semaine de formation et ces enseignants seront affectés dans les différents établissements. Alors, soyons fiers de cette magnificence de l'éducation par le gouvernement. D'accord. Monsieur le ministre, justement, peut-être on reviendra encore en détail sur ces dispositions-là que nous allons découvrir durant l'année scolaire qui va s'ouvrir. C'est vrai, disons que les décisions ont été prises, les mesures ont été prises. Maintenant, comment le gouvernement s'assurera de la mise en œuvre effective de ces mesures-là? Comment le gouvernement fera le suivi? Le suivi, vous savez, il y a un ministère et il y a des directions et des inspections. Je vous dirais que c'est le même marteau qui frappe, mais on en a multiplié les manches. Donc l'effectivité de cette mesure sera assurée parce que cela participe du mandat social du chef de l'État et de la feuille de route du gouvernement. Ça fait sens à l'idée qu'on puisse aujourd'hui exonérer nos frères et sœurs des frais d'inscription. Alors, qui aurait le culot de remettre en cause cet acquis éducatif? Et au-delà d'ailleurs de la gratuité des frais d'inscription, j'ai cité une série de mesures prises. Mais vous savez aussi qu'au titre de cette rentrée, nous assistons à l'extension du School Assure au profit du préscolaire. Cela a un coût, madame. D'accord. Bon, monsieur le ministre, l'année scolaire va s'ouvrir. Nous allons découvrir justement toutes ces mesures mises en place. Mais, vous savez que quand je dis c'est faire, et quand faire c'est dire, et quand dire c'est faire. D'accord. Nous étions, pas sur ce même plateau, mais quand même, nous étions ensemble l'année dernière, justement. Vous avez vu les résultats? Nous avons vu les résultats, justement. Eh bien, peut-être qu'on se donnera rendez-vous pour l'année prochaine et vous faire le bilan.
de l'année qui va s'ouvrir. Mais nous restons toujours dans ce débat. Mais monsieur le ministre Audin, je me tourne vers vous. C'est vrai que nous avons découvert un peu les préparatifs au niveau de l'éducation en général, mais au niveau de l'enseignement technique, il y a eu également la rentrée pédagogique, il y a également des mesures qui sont mises en place pour l'année qui va s'ouvrir. Alors dites-nous un peu plus comment cela va se passer. Bon, merci beaucoup. D'abord, je voudrais ajouter à ce que le ministre a dit pour rassurer les Togolais que le gouvernement ne prend pas les décisions au hasard et au pif. Vous voyez, entre-temps, le chef de l'État avait décrété la gratuité des frais d'examen, des frais d'inscription aux examens. Les examens ont eu lieu. Donc, lorsque la disposition est prise, c'est qu'il y a déjà des organisations en amont. Et donc, c'est les rassurer que la gratuité qui est décrétée pour les frais scolaires et les inscriptions, elle sera assurée. Des dispositions sont déjà prises. Au niveau de l'enseignement technique, vous savez, aujourd'hui, le défi est grand. C'est de former des citoyens capables non seulement de se prendre en charge, mais créer aussi des entreprises et des emplois et créer la richesse nationale. Et donc, la feuille de route nous appelle à mettre en œuvre des formations de courte durée, à renforcer la pratique professionnelle au niveau de nos établissements. Et il y a déjà des exemples que nous connaissons, par exemple l'installation des IFAD. Et il y a aussi la PIA qui est en train d'être, où nous allons implanter un centre d'excellence en formation technique et professionnelle qui sera une référence, pas seulement nationale, mais régionale en matière de production de spécialistes de haut niveau et répondant aux besoins de nos entreprises. Donc, nous nous attelons à cela. Il y a des dispositions que nous prenons depuis l'année passée. Nous essayons de réviser les curricula et les programmes et réviser également les stratégies d'enseignement. Nous allons aller un peu plus vers le dual, la formation par alternance. On ne va plus seulement rester dans nos écoles. Nous sommes en train de développer la collaboration avec les entreprises et les sociétés pour que nous puissions renforcer ce côté-là. Et nous saluons la naissance de l'IFAD des bâtiments et bientôt l'IFAD aussi énergie renouvelable qui va naître et qui aussi est déjà dans cette optique-là. Donc nous rassurons et nous disons que le coup de sifflet est venu et nous saluons la compréhension et l'engagement de nos acteurs. Donc tout comme dans l'éducation, l'enseignement général, l'enseignement technique est déjà prêt pour suivre les mêmes choses. Nos chefs d'inspection sont bien alertés et bien préparés pour faire le suivi des dispositions annoncées par le chef de l'État. Les mesures prises par le chef de l'État doivent être exécutées strictement et scrupuleusement dans nos établissements au profit de nos jeunes frères et sœurs, des parents et de tout le peuple togolais. Donc l'enseignement technique aussi est prêt. Et je disais tantôt que nous nous métamorphosons pour répondre aux appels de nos populations. Il est question donc de la redynamisation de l'enseignement technique et professionnel au Togo. Eh bien, nous reviendrons tout à l'heure vers vous, monsieur le ministre, pour encore d'autres détails, justement, pour le secteur de l'éducation technique. Monsieur le ministre Kokoroko, je reviens à vous. La pandémie liée à la Covid-19, nous en parlons, nous sommes toujours dans l'actualité. L'année dernière, des mesures ont été prises. Cette année, à quoi devront s'attendre les élèves parlant de la lutte contre la pandémie, justement? Je vous ai dit, la doctrine de l'accueil d'abord des élèves et des apprenants reste axée sur le double fleu. Et certains d'ailleurs, à bon droit ou à mauvais droit, s'interrogeaient sur l'effectivité de cette rentrée scolaire. Parce que vous le disiez, pourquoi fermer les bars, les églises et ouvrir les écoles? Et je crois que c'est des débats biaisés à l'idée que la doctrine ou la politique du gouvernement devant la Covid a été autour de la théorie des 3 R.
la riposte, d'accord, à la résilience et la relance. Et vous voyez que de façon objective, et pour ceux et celles qui aiment encore l'école, les écoles doivent être ouvertes à l'idée que fermer des bars tout en mesurant les incidents sur le tissu économique, ce n'est que du provisoire au regard de la flambée, et on peut encore prendre un verre à domicile. De la même manière, on n'a pas besoin de faire du prosélytisme religieux. On peut adorer son Dieu à domicile. En revanche, et disons-nous des vérités sur l'état aujourd'hui de nos capacités de cours à distance. Oui, le présentiel est un passage obligé. Alors, nos élèves doivent être sereins dès lors qu'ils se révéleront très disciplinés devant les mesures préconisées. Les lave-mains demeurent aujourd'hui la chose la mieux partagée, tout comme le port des masques. Alors, il n'y a pas d'obligation de vaccination pour les élèves. Pour l'heure, alors, tenons-nous à ces mesures, et c'est le lieu d'inviter le corps enseignant à se faire vacciner, et ce qui nous permet au moins d'avoir une immunité suffisante pour avancer. Donc, moi, je place cette rentrée sous le signe de la sérénité, de la responsabilité et de véritables ambitions de réforme du système éducatif. D'accord. Alors, monsieur le ministre, enfin, ce n'est pas pour me mettre à la place des Togolais, mais lorsque les Togolais disent les bars, les églises sont fermées, mais les écoles vont ouvrir, c'est parce que le gouvernement a décidé, a interdit justement le rassemblement d'un certain nombre de personnes. Alors, les parents d'élèves se disent, mais nos élèves vont retourner en classe, ils seront plus de 15. Ils seront plus de 30 dans les salles de classe. Alors, comment cela est possible? Alors, l'ambition du gouvernement aujourd'hui, je vous ai dit, la doctrine d'accueil dans les établissements publics demeure le double flux, dès lors que nous sommes au-delà de 60 par classe. Et nous faisons la politique de nos moyens. Si nous devons rester dans ces calculs d'apothicaire, il n'y aura jamais de rentrée. Et ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est que les mesures barrières soient scrupuleusement respectées par les uns et les autres. Et je ne me débine pas devant l'état de nos salles de classe. Et je vous ai dit, dans le cadre de cette rentrée, le gouvernement a investi 1,50 milliard de francs CFA pour la reconstruction et la réhabilitation d'un certain nombre d'établissements sur toute l'étendue du territoire national. Et je vous promets que dans les 2-3 semaines à venir, vous nous verrez autant remettre du matériel pédagogique, mais aussi lancer ces travaux. Et ces travaux nous préparent à ce que le gouvernement a promis, les 30 000 salles de classe. Et vous savez que sur cette question également, nous sommes dans le concret, parce que les études foncières, ou plus précisément la sécurisation du foncier des établissements, a démarré dans la région des Savanes et sera généralisée à toutes les autres régions. Et je vois beaucoup d'attentes et parfois même de critiques par rapport à ces promesses. Mais vous savez, il faut y voir en ce gouvernement de la cohérence et de la responsabilité. Si vous suivez bien l'actualité, le mercredi dernier, il y a eu un avant-projet de loi sur les PPP. On ne se lève pas pour construire 30 000 salles de classe, Madame Anita. Alors, il nous faut consacrer un cadre juridique. Et vous voyez toute la cohérence qui caractérise le gouvernement dans les actes qui sont posés. Alors, donnez-nous de la marche. Le temps est notre meilleur allié. Et au jour le jour, nous mettons en œuvre une politique de responsabilité, une politique d'ambition et de résultats au service de nos concitoyens. D'accord. Alors, monsieur le ministre, l'année dernière, par exemple, toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie, vous avez annoncé et justement fait la remise de masques à un certain nombre de masques aux élèves. Alors, cette année également, c'est au programme. Vous avez parlé de remise de matériel didactique. Est-ce que les masques, les gels, disons, pour le respect justement des mesures barrières, cela est au programme? Alors,
c'est un passage obligé. Et les lave-mains sont actuellement d'ailleurs en train d'être convoyés dans les établissements puisque leur commande a été réalisée sur le projet PARCEP Covid-19. Alors, sur les masques, la direction de l'artisanat, qui dépend du ministre délégué, s'efforce également de pouvoir mettre à la disposition des DRE ce que nous avons à dispo. Mais je crois que l'éducation ou l'école fait partie de notre patrimoine commun. Et il faut aussi savoir accompagner les réformes, les succès. Et aujourd'hui, que des parents d'élèves mettent à la disposition de leur enfant un masque ne me paraît pas relever de l'impossible. Alors, soyons sérieux et accompagnons le changement. D'accord. Alors, monsieur le ministre Audin, je me tourne vers vous. Justement, le ministre Kokoroko en a parlé au niveau de votre département, on va dire. Alors, quelles sont les dispositions qui sont prises justement pour aider à la lutte contre la Covid? Pour la lutte contre la Covid, toutes les mesures prises dans l'enseignement général sont aussi dupliquées dans l'enseignement technique. Parce que c'est le même ministère. Voilà. Et donc, la production des lave-mains, des cache-nez, c'est ensemble. Et donc, tout cela va directement vers nos établissements aussi. Et nos professeurs sont formés pour ça, les encadreurs sont formés pour ça, pour respecter toutes ces mesures. Nous avons cette chance que nos effectifs ne sont pas aussi trop pléthoriques par rapport à l'enseignement technique. Les mesures prises pour construire les 30 000 salles de classe concernent et l'enseignement général et l'enseignement technique. Donc, nous bénéficions dans le même bloc que l'enseignement général. Mais nous disons que nous avons des aspects spécifiques par rapport aux ateliers, aux laboratoires et aux cours. Et donc, des dispositions sont prises. Nous avons révisé certains cours que nous avons mis à la disposition des enseignants pour ne pas enseigner comme ils enseignaient. Nous prenons des dispositions aussi pour mettre à leur disposition du matériel numérique. Par exemple, les PC, l'ordinateur portable et autres, pour que l'enseignement soit facile. Nous avons 10 écoles qui ont déjà l'environnement numérique de travail et nous œuvrons également pour pouvoir installer cet environnement dans chaque établissement de l'enseignement technique. Ça ne va pas être le même jour, mais ça va aller progressivement pour que les élèves aient la possibilité, même à la maison, de rentrer sur la plateforme, de copier les cours, pour que les cours ne durent plus comme ça durait et faciliter donc la formation et la connaissance de nos élèves. D'accord. Alors, monsieur le ministre Kokoroko, c'est vrai qu'on a parlé de cette formation qui se fera en 2 temps, la formation en présentiel et éventuellement la formation en ligne, l'éducation en ligne. Mais qui parle de formation en ligne parle de connexion, d'Internet. Alors, comment cela va se faire? Lorsqu'on sait qu'au Togo, la connexion et nous, ça fait 2. Cette rentrée scolaire mise sur le présentiel, non le distanciel, d'accord. Et ailleurs, et je crois que le distanciel est une réalité aussi dans notre pays. Aller à l'université de Lomé, vous verrez que c'est du concret. Voilà. Alors, pour l'heure, dans le système de l'éducation de base, nous n'avons pas encore atteint cette vitesse de croisière qui nous permettra de dire on y va. C'est pour ça que nous misons davantage sur le présentiel. Mais au niveau de l'enseignement technique, il sera question de la formation en ligne. Oui, parce qu'il y a les ENT qui ont une avance considérable au niveau de l'enseignement technique, avec des ressources éducatives aujourd'hui utilisables, ce qui n'est pas encore le cas du général, au-delà de l'existant. Voilà. D'accord. Alors, monsieur le ministre, on a parlé, disons, des apprenants, des dispositions pour, mettre les apprenants à l'aise. Mais qui dit école dit également enseignant. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, vous l'avez effleuré. Mais on sait que selon des informations, plusieurs enseignants devront faire valoir leur droit à la retraite, à la fin de cette année et les années à venir.
C'est vrai que vous nous avez dit que incessamment on aura les résultats. Mais c'est quand, Monsieur le ministre? Parce que la rentrée, c'est dans quelques jours. Alors, quand est-ce qu'on aura les résultats, justement, pour avoir ces enseignants-là qui seront formés et qui vont enseigner nos enfants? Je comprends toute votre impatience et qui régit le nombre d'enseignants nécessaires pour faire fonctionner le système. Mais en même temps aussi, je voudrais rappeler qu'il n'y a pas d'automaticité à ce que tous les départs à la retraite soient remplacés. Et l'ambition qui doit être la nôtre aujourd'hui, c'est d'abord comment utilisons-nous les ressources dont nous disposons. Et à ce niveau, nous recruterons toujours des enseignants. Et ça, c'est une évidence. Mais il me semble que le débat tourne aujourd'hui autour de comment nous utilisons ce qu'on a. Alors, l'existant est-il bien reparti en termes de maillage territorial? Au sujet des concours, au sujet du concours des enseignants 2020, nous aurons 2250 enseignants recrutés. C'est pas rien. Et ça aussi, c'est à l'actif du gouvernement. Mais vous savez, nous en sommes autant conscients que pour cette année, nous avons pris des tests qui permettent à ce que les enseignants puissent compléter leurs charges statutaires dans d'autres établissements. À l'idée que l'enseignant qui n'arrive pas à effectuer l'intégralité de ses charges statutaires dans son établissement de rattachement puisse en faire dans des établissements qui sont dans le besoin. Et ce que nous voudrions aussi expérimenter au titre de cette année, c'est les périmètres pédagogiques prioritaires. Et parce que nous avons moins d'enseignants, mais nous pourrions arriver à un maillage territorial qui permette à ce que, là où il n'y a pas des enseignants, notamment, surtout dans les filières scientifiques, certains puissent y aller et être accompagnés matériellement. Voilà le challenge. Mais pour y arriver, faudrait-il encore qu'il y ait de la cohérence sur toute la ligne et loin d'avoir une quelconque réserve à l'endroit des EV, l'enseignement doit avoir des enseignants professionnels. Voilà. Voilà ce que nous proposons dans l'immédiat. Et je sais naturellement que vous reviendrez sur la réforme de l'ENES et des INI. Et oui, Monsieur le ministre, parlons-en justement, voilà. parce que, on se demande si, justement, ce sont ces innovations-là à introduire, justement, dans le professionnalisme ou bien la professionnalisation du métier d'enseignant qui amènent, justement, ces réformes à l'ENES et dans les INI. Vous savez, nous avons, tout au long de cette émission, rappelé le rôle de l'école de la République. Et il me semble qu'à partir de ce postulat, ce rôle de l'école est indissociable de la nécessaire revitalisation du service public de l'éducation. Et la réforme de l'ENES et des aînés en porte témoignage. D'abord, ces réformes convoquent une préoccupation du gouvernement, la qualité de l'enseignement. Et de l'autre, au titre d'un diagnostic institutionnel et opérationnel, ces écoles de formation, les formateurs révèlent beaucoup de dysfonctionnements. Je ne vais pas m'y attarder, mais ce que nous proposons aujourd'hui relève de la cohérence. D'abord, l'ENES d'Atapamé, et il faudrait y insister là-dessus, n'est pas délocalisé. Nous réformons l'ENES d'Atapamé tout en la gardant dans la préfecture de Logou. Je voudrais être clair là-dessus. Et il n'y a aucune institution insusceptible d'être réformée. Sauf à être une institution divine. Et encore, les divins sont capricieux. Alors, l'ENES d'Atapamé, non délocalisé, mais réformé. Et dans ce cadre, c'est la transformation de l'ENI de Niamtougou en une seconde ENES qui couvre la partie septentrionale et rattachée à l'université de Kara. Au sujet des ENI, qu'est-ce que nous proposons? C'est d'abord une réorganisation thématisée. Thématisée parce que, à ce jour,
le préscolaire semble ne pas être la priorité. Or, suivant les engagements du chef de l'État à Londres, il nous faut prioriser le préscolaire. Alors, l'idée que nous proposons, c'est de faire une restructuration permettant aux aînés d'Adita et de Mango de faire que du préscolaire. Et les 4 aînés restantes d'Apaon, Soutouboua, Tablebourg et Motien, axés sur le primaire. Et qui peut proposer autre chose. Et à travers l'idée de professionnalisation, c'est de faire en sorte aujourd'hui que ces formations soient permanentes et que ceux qui ont réellement vocation à être enseignants, ils puissent obtenir des diplômes servant de base au concours maintenant d'entrée dans la fonction publique de l'enseignement de l'éducation. Ce ne sera pas pareil. L'éducation, ce n'est pas de la mécanique brute. On peut être un bon chercheur en étant un mauvais pédagogue, inversement. Et donc, il faut former les enseignants tout au long de la carrière. Et c'est ce que nous voudrions aujourd'hui retrouver à travers la réforme de l'ENS et des aînés. Et vous savez, la carrière des enseignants n'est pas oubliée parce que la condition enseignante reste la priorité des priorités. Je sais que vous allez me titiller là-dessus. Mais à travers la réforme de l'ENS et des aînés, ce que nous proposons, c'est un plan de carrière au-delà des échelons devant permettre à ce que, aujourd'hui, les enseignants se distinguent par l'excellence. Et c'est l'idée, d'ailleurs, d'instituer le concours d'agrégation des professeurs des écoles, des collèges et des lycées. C'est ça l'émulation. Le bon enseignant, c'est celui qui est excellent. Il n'y a pas d'autre voie. Mais monsieur le ministre, ce n'est pas trop ambitieux? C'est du concret. Hier, on nous disait il n'y a pas d'inspecteur ou il n'y a pas de personnel d'encadrement. Mais est-ce que ce concours n'a pas été fait? Ce recrutement, cette promotion interne a été faite et cette promotion a été réalisée et incessamment les cours démarreront aussi. C'est du concret, c'est du réalisme, c'est du pragmatisme. Alors, monsieur le ministre, donc, disons que c'est ambitieux, mais c'est beau. Alors, mais dites-nous, c'est un projet, oui, mais à quand la réalisation? Ce sera dans les jours, très prochainement, ou il faudra encore attendre longtemps pour voir? Vous êtes très pressé, parce que ces projets finalement sont ambitieux. Oui. Et vous savez... Mais ça porte sur la qualité de l'enseignement, justement. Il nous faut du transitoire. On ne se lève pas pour mettre mécaniquement en œuvre une réforme. Donc il y aura une période transitoire parce que nous continuons par recruter. Mais l'enjeu, c'est d'aller très vite et de redonner vitalité à ces structures de formation, sans oublier l'apport des universités publiques, notamment l'Institut national des sciences de l'éducation, qui se chargerait de la formation des enseignants du secondaire 2, et sans oublier aussi, au niveau de l'enseignement technique, l'INPP, qui doit revenir sur ses amours initiaux. Alors, monsieur le ministre, très rapidement, on pourrait revenir, on va dire un peu en arrière, mais pour évoquer le cas des écoles privées. C'est vrai qu'on a parlé de gratuité, de mesures, mais on a comme l'impression que tout est focalisé sur les écoles publiques et les écoles privées. Que faites-vous concrètement? Alors, il faut recadrer le débat. Vous nous dites, l'école privée n'est pas marginalisée. L'école privée n'est pas marginalisée. Parce que toutes les mesures sont prises pour les écoles publiques. D'abord, il faut distinguer ce qui relève du public. Moi, je dis ce que nous attendons chez le Togolais. Ne faussons pas le débat. Il faut d'abord distinguer le public du privé. Le public, c'est l'intérêt général qui est mis en valeur. Okay. Le privé, au-delà de cette contribution magnifique au service public de l'éducation, prête le flanc
a des intérêts particuliers, alors le général ne peut pas mécaniquement voler au secours d'une initiative privée. Mais je vous dis, le réalisme du gouvernement à travers la réforme de l'ENS et des aînés, surtout des aînés, c'est de pouvoir mettre un vivier d'enseignants à la disposition des établissements privés. Vous voyez déjà que le privé est pris en compte. Et quand vous parlez du privé, il y en a deux. Le privé laïque et le privé confessionnel. Et au niveau du privé confessionnel, les discussions sont toujours en cours. Et vous savez que le gouvernement prend déjà en charge les frais, le salaire d'un certain nombre d'enseignants, notamment les 1045. Et aujourd'hui, les discussions sont ouvertes pour que nous puissions en faire davantage. Et les portes de la discussion sont toujours ouvertes. Et le jeudi prochain, nous allons recevoir tous les acteurs du système éducatif. Et les doléances du privé laïque seront finement étudiées pour trouver des solutions aussi réalistes qu'idoines. Donc le gouvernement n'est pas en retrait par rapport au privé, parce que nous avons besoin du privé. Mais ce ferait qu'on puisse avoir une priorité, c'est d'abord l'enseignement public. Et ça me paraît cohérent et naturel. Que feriez-vous à notre place? La question reste posée, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le ministre, c'est vrai que tout à l'heure, le ministre Kokoloko, justement, a parlé du professionnalisme, de la formation des enseignants. Au niveau de l'enseignement technique, alors, quelles sont peut-être les idées en cours pour justement, pas redorer le blason, on va dire, mais peut-être relever le niveau de l'enseignant du technique? Merci beaucoup. Nous avons beaucoup de dispositions qui se prennent. Je vais citer principalement une ou deux. La première disposition est de remettre l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel dans sa mission régalienne. Cet institut avait pour objet, pour mission, de former des formateurs. Mais malheureusement, au cours des années, elle a dévié un peu, soit par manque de moyens ou par initiative. Donc, la feuille de route, le programme 10, dit d'offrir une formation de qualité. Comme vous venez de le dire, on ne peut pas offrir la qualité si celui qui l'offre n'est pas de qualité. Donc, un accent est mis sur la formation des formateurs. Donc, nous travaillons actuellement pour renforcer les capacités de l'Institut, de l'INPP, à pouvoir recycler, renforcer ceux qui sont sur le terrain, qui ne maîtrisent pas une partie de leur mission, soit le côté technologique professionnel ou le côté pratique, pour qu'ils puissent donner le nécessaire aux élèves qui sont en train d'encadrer. Et également, pouvoir offrir des formations initiales pour ceux qui voudraient aller enseigner au niveau de l'enseignement technique. Parce que la pédagogie, il faut l'avoir, mais nous avons aussi des matières techniques. Nous avons par exemple des enseignants qui font certaines matières, mais qu'eux-mêmes ne sont pas des praticiens. Et là, quand ils arrivent sur le côté pratique, c'est un peu faible. Donc, nous essayons de prendre des dispositions pour encadrer ces enseignants-là, pour les former ensemble avec les professionnels, mais dans le cadre de l'Institut. C'est l'Institut qui a cela. Et dans le cadre de la décentralisation, l'Institut a déjà son antenne à Kara. Et donc, nous pensons que les deux antennes, c'est-à-dire l'INPP de Lomé et son antenne de Kara, doivent pouvoir jouer leur rôle pour satisfaire les besoins au niveau septentrional et au niveau de Lomé ici. Donc, des dispositions se prennent et dans le cadre de la plateforme indiciaire d'ADETICOP, il est demandé un financement pour renforcer cet institut-là pour qu'il puisse offrir aux enseignants ces connaissances. Mais parallèlement, puisque chez nous, le problème de curricula et des programmes se pose, nous devions initier de nouveaux curricula qui concernent les nouveaux métiers, le numérique, le solaire et
d'autres choses où nous ne sommes pas très avancés. Nous sommes en train donc d'initier des curricula pour cela. Et nous avons aussi besoin des curricula de courte durée pour des gens qui ont déjà des connaissances, mais qu'il faut renforcer peut-être en 6 mois, en 3 mois ou en 12 mois. Donc voilà donc le rôle que l'Institut va jouer et ensemble avec la direction de la pédagogie et des programmes, la DPP, ils sont en train de faire un travail. Donc voilà ce que l'enseignement technique va se faire. Parce que nous n'avons pas de choix. Nous sommes dans l'obligation de renforcer ces enseignants, de former de nouveaux qui soient adaptés à l'exigence du marché du travail. Et en bref, c'est dans ce système. Nous voulons amener nos centres à fonctionner comme des écoles entreprises. C'est-à-dire, en même temps, on fait le cours, en même temps, on fait la pratique. Si nous n'avons pas les moyens à l'intérieur du centre, nous sommes en relation avec les opérateurs économiques et au moins par an, il faut que les élèves fassent le terrain pour 2 à 4 mois de pratique. Donc, et monsieur le ministre, on comprend également qu'il y a une sorte de partenariat naturel qui se lie entre, disons, l'enseignement technique et la plateforme d'Adéticopé. Oui, puisque c'est ce que l'autorité a voulu, pour que, et même ceux qui ont installé la PIA, ils voudraient qu'il y ait un centre là-bas qui puisse produire ou former des compétences pour la PIA, qui répondent aux besoins de la PIA elle-même, et en dehors de cela, accompagner les établissements techniques pour aussi améliorer leur fonctionnement et produire d'autres spécialistes pour les autres sociétés, les autres entreprises togolaises. Ce serait, comme je venais de le dire, un centre de référence sous-régional. D'accord. Alors, on l'espère vivement. Alors, monsieur le ministre Kokoroko, je reviens à vous. Ce n'est pas pour aller en détail dans les, disons, de ce qui sera, disons, les curricula, ce qui sera enseigné à nos enfants. Mais quelle place accordez-vous ou bien accorderez-vous dans l'année qui s'annonce aux langues nationales, aux langues étrangères et à la citoyenneté? Vous savez, en regardant les choses à froid, nous avons reculé devant la problématique des langues, autant nationales qu'étrangères. Et aujourd'hui, le challenge est de pouvoir les réintroduire dès le primaire. Mais tout ceci a un coût et on ne peut que envisager cette évolution à titre expérimental. Cette année? Cette année. Donc cette année, certainement au second semestre, au second trimestre, ce que nous voudrons réaliser, c'est de façon expérimentale et pas dans les régions éducatives, jeter les premières graines et voir ce que ça donnerait. Parce que si ça prend corps, il faudra aussi pouvoir recruter en tenant compte de l'enveloppe financière dont dispose le gouvernement. Et sur la question de la citoyenneté, je crois qu'il y a un ministère chargé de cette problématique, quoique invitant de façon expresse l'éducation nationale. Et ça me fait sourire à l'idée de, quand vous évoquiez la citoyenneté, parce que j'ai lu aussi sur les réseaux sociaux tout ce débat sur les exclus du lycée d'Adéta. Oui, nous allons y revenir justement, monsieur le ministre. Mais quand on dit citoyenneté, vous convenez avec moi que, bon, nous, quand nous allions à l'école d'avance de ces cours-là, de ces enseignements, éducation à la citoyenneté et tout, mais ces curricula qui ont été limite, enfin, exclus de l'éducation de nos enfants. Alors, je crois que c'est pour cela qu'on invite justement le ministère de l'Éducation. Madame Anita, la citoyenneté et le civisme ne sont pas exclus de nos programmes. Et au fond, il faut qu'on sorte de cette politique de l'hypocrisie. L'éducation, et je l'ai toujours dit, c'est la famille qui la donne. Et l'enseignement, le gouvernement, l'État. Et sur ces questions, les familles qui ont démissionné ont beau jeu trouver le bouc émissaire
qu'est l'école publique ou l'école privée. Donc, reposons la problématique. Les parents doivent jouer leur rôle et les enseignants prendront le relais. Mais on ne peut pas inverser la tendance. Et aujourd'hui, oui, nous vivons une situation qui est inacceptable en termes de valeurs citoyennes, de valeurs civiques. Et il faut en être conscient et trouver les solutions idoines. Voilà comment je vois la chose. Alors, Monsieur le ministre, et revenons justement à cette triste actualité, on va dire, cette exclusion temporaire de ces élèves-là au niveau du lycée de Pelé-Adéta. On s'est posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pourquoi le ministre décide d'exclure ces élèves-là? Alors, un mot. Il n'y a aucune tristesse. Il n'y a aucune tristesse par rapport à l'exclusion de ces élèves. Et vous savez, sur ces questions, moi, je vais avec des mains tremblantes, mais fermes. Et nul n'a le monopole du cœur. Et je vous ai dit, je suis l'actu sur le net. Ça fait sourire. Nul n'a le monopole du cœur. Et l'indulgence des pères exige des enfants héroïques. Alors, moi, j'ai beaucoup de recul, de détente dans les décisions qui sont les miennes. Et contrairement d'ailleurs à ce qui est dit, c'est le conseil de discipline qui a proposé une sanction dont d'ailleurs ceux qui deviennent automatiquement les faiseurs de système ne savent même pas sa teneur initiale et ce que nous aurions finalement décidé. Somme toute, il y a des actes qui me paraissent inacceptables. Et je vois aussi ceux qui nous donnent les grandes leçons de la sévérité, de la sanction. Mais est-ce que vous savez l'apport des partenaires techniques et financiers sur la problématique de la non-violence dans les établissements? Ce serait un faux débat de nous dire que le volet sensibilisation serait occulté et que nous n'avons que le bâton comme arme d'éducation. C'est un faux débat. Alors, je me dis simplement que la proportionnalité a été au cœur de ces mesures et notre système ne peut pas faire de la place à des sauvageons. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, c'est vrai, bon, nous n'allons pas nous attarder dessus, mais les réactions, c'était oui, punir, oui, mais pas exclure. Il y a un temps pour tout. Le temps de la carotte, le temps de la sensibilisation et le temps des actions et des sanctions. Et je vous dis que ces éléments, ces différents éléments ont été au cœur des décisions qui sont prises. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Messieurs les ministres, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce débat qui nous a fait découvrir donc ce à quoi on doit s'attendre à l'année scolaire qui s'ouvre. Mais avant de vous laisser repartir ou avant de vous quitter, parce que nous sommes dans vos locaux. Vous pourriez rester. Ne vous inquiétez pas, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, avant justement de clore cette émission, on va dire, nous allons peut-être vous demander le message que vous avez à l'endroit et des apprenants et des enseignants, mais surtout des parents d'élèves. Monsieur le ministre, Auden, nous commençons avec vous. Merci beaucoup. Nous avons un message de reconnaissance pour les efforts déployés pour l'année scolaire passée. Nous les remercions au nom du gouvernement. Et un autre message, c'est de continuer à faire de même et à faire plus, parce qu'il s'agit de la jeunesse togolaise. Le Togo de demain appartient à la jeunesse d'aujourd'hui. Si nous voulons un Togo fort demain, la jeunesse d'aujourd'hui doit être forte et donc bien éduquée. Et sans l'éducation, nous ne serons pas ici. Donc, si nous voulons que demain le Togo soit grand, c'est que l'éducation doit être grande. Nous remercions donc les parents qui font confiance à l'éducation togolaise, à l'enseignement technique et professionnel, et nous leur demandons de toujours rester attentifs et d'accompagner les enfants, d'accompagner le gouvernement. Nous voudrons également remercier les acteurs, surtout les enseignants et les encadreurs du système éducatif pour les efforts déployés l'année passée et également déjà ce qui est en train de se faire depuis le début de la semaine
pédagogique et qui va se relancer le lundi 27 prochain. Nous sentons une prise de conscience, nous sentons un engagement ferme des éducateurs à apporter leur pierre pour l'édification de notre Togo. Donc, c'est les appels et ne pas oublier les mesures barrières, et accompagner les élèves, les former dans de bonnes conditions et respecter aussi les restrictions éditées par le gouvernement. Ces restrictions, c'est d'ici 1-2 semaines. Et en même temps, rassurer le peuple togolais que l'éducation est relancée et de faire confiance à l'éducation, de nous accompagner pour que nous puissions atteindre les objectifs assignés à notre système éducatif. Merci beaucoup, monsieur le ministre délégué en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat, Komi Eke Odin. Alors, monsieur le ministre Kokoloko, votre message à l'endroit de vos partenaires, on va dire. Un message à plusieurs volets. Oui, vos partenaires, ce sont les apprenants, les enseignants et puis les parents d'élèves, justement. Ce ne sont plus que des partenaires, ce sont des alliés. Voilà. Alors, un message à plusieurs volets. D'abord, la problématique sanitaire, elle est ce qu'elle est. Et si nous voudrions que cette année scolaire soit une réussite, il faut le concours et l'encours de tous les acteurs impliqués. Alors, au-delà, vous avez égrené un certain nombre d'acteurs de façon incisive. D'abord, les enseignants. Et je voudrais ici les rassurer que le gouvernement reste préoccupé par la condition enseignante. Il nous faut plus d'enseignants, tout en mettant la qualité au cœur de ce recrutement de reconstruction du système éducatif. Tu sais que nous avons engagé des discussions qui se rapportent à la gratification exceptionnelle, qui a été d'ailleurs évoquée en Conseil des ministres. Je voudrais les rassurer que le gouvernement ne se dérobera pas devant cette promesse. Et d'ailleurs, jeudi prochain, nous devons nous retrouver. Heureux les hommes et les femmes qui se parlent. Les problèmes sont ce qu'ils sont. Nous voudrions tous revitaliser notre système et être davantage fiers d'incarner ce système éducatif. Donc, il nous faut davantage dialoguer et je crois que nous trouverons une solution ferme à cette revendication. Aux élèves, je les invite simplement à la culture de l'excellence parce que le Togo a besoin de fines compétences pour vivre des ruptures, le changement. Et aux parents, faisais-je remarquer, l'école est le meilleur ascenseur social sur Terre. Au-delà des tripatouillages qu'on peut vivre de part et d'autre. Alors, à chaque parent, de considérer l'école comme un trésor et de ne la laisser exclusivement en héritage qu'aux élèves, qu'aux enfants, à qui on aurait transmis le goût de l'excellence. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci donc au professeur Komla Dodi Kokoloko, ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Merci à vous donc, messieurs les ministres. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Voilà donc annoncé les couleurs de l'année scolaire 2021-2022. Nous vous souhaitons donc une bonne année scolaire. Et bien, nous vous donnons rendez-vous pour vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.